Je te laisse la parole, Frédéric, en vous invitant chacun dans l'autre salle et puis ici à ne pas seulement écouter les belles paroles de nos intervenants, pourtant d'un excellent niveau, mais de pouvoir finalement laisser résonner en vous cette envie de construire un monde différent, un autre art de vivre ensemble, et d'imaginer quelle pourrait être votre participation renouvelée à cette construction. Voilà, je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Donc j'ai envie de vous parler ce soir de cette émergence, d'après moi, d'une toute nouvelle façon de concevoir, de structurer, de gérer des organisations. Alors le traducteur français de mon livre m'a dit que le mot organisation en français n'existe pas dans le sens anglais, et donc il forçait à parler d'entreprise, mais non, parce que je parle d'organisation au sens large, des entreprises, des écoles, des hôpitaux. Et il n'y a pas de doute qu'on a qu'il y a aujourd'hui une souffrance énorme au travail. Vous avez probablement vu ce genre d'enquête. Il y a l'enquête qui est la plus respectée dans le monde, est une enquête de Gallup. Tous les 2 ans, ils demandent comment se sentent les employés dans les entreprises, et ils font ça partout dans le monde, et les résultats sont à peu près les mêmes depuis une dizaine d'années. Dans le monde, en moyenne, 13% des employés disent qu'ils sont engagés au travail. Il y en a 87 qui disent qu'ils ne le sont pas. En France, j'ai regardé ce matin le chiffre, on est à 9. Bon, c'est pas très loin. Et sur les autres, donc sur les 91 qui disent qu'ils ne sont pas engagés, il y en a même 26 qui disent qu'ils sont activement désengagés, qui sont en gros en train de saboter. Alors c'est juste un chiffre, il y a d'autres enquêtes dans le genre, mais je crois que ça recoupe un phénomène que nous connaissons comme probablement tous, que nous observons autour de nous, c'est que rares sont ceux qui vraiment s'éclatent au travail, et peut-être plus rares encore, peut-être dans ce lieu où l'on ose parler de spiritualité, encore plus rares sont ceux qui ont vraiment l'impression d'accomplir quelque chose d'important, qui ont cette chance de se dire, tiens, je suis sur un chemin. Je rêve qu'on me permette de faire ça encore au-delà de mes 65 ans, même si on ne me payait pas, je ferais la même chose. Et quelque part, alors c'est peut-être étonnant, mais je pense que cette souffrance, pour beaucoup, ce manque de sens au travail, est quelque part bon signe. Je suis très persuadé qu'on est à la fin de quelque chose, que notre façon de réfléchir au management, ce qu'on apprend dans les écoles de commerce, a fait sens pendant tout un temps. Nous a d'ailleurs amené une prospérité en Occident qui est tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité. Mais que face à cette fin d'un monde, il y en a un autre qui est en train d'émerger. Et je me suis donc intéressé pendant 3-4 ans à aller identifier et étudier un certain nombre d'organisations, donc à nouveau des entreprises, des associations, un hôpital, une école, qui fonctionnent de façon tout à fait nouvelle, qui ne rentrent absolument pas dans les cases, dans la façon actuelle de réfléchir au management, qui sont des sortes d'ovnis. Et ce qui était fascinant pour moi dans ma recherche, qui à un moment donné m'a dit, je vais passer le temps qu'il faut pour écrire un livre là-dessus, c'est quand je me suis rendu compte que ces différentes organisations, qui ne se connaissaient pas entre elles, dont les fondateurs pensaient souvent être un peu les seuls fous à aller vraiment au bout de leur logique, ces organisations ont des points de recoupement tout à fait étonnants. Il y a vraiment des similitudes, alors que ce sont des secteurs complètement différents, des géographies différentes. Et on tient, d'après moi, là, l'émergence d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle façon de réfléchir. Vous savez, parfois, il y a comme ça des inventions que plusieurs personnes font sur des continents différents en même temps. Il y a quelque chose qui flotte dans l'air et il y a différentes personnes qui l'attrapent. Eh bien, je pense que c'est ça qui est en train de se passer.
Et donc c'est de ça dont je veux vous parler, parce qu'on est, je crois, dans une période particulièrement intéressante, excitante, où on connaît suffisamment de ces pionniers pour en fait comprendre la logique interne et les modes de fonctionnement de ces organisations. Alors elles sont toutes formidables. J'aimerais vous raconter plein d'histoires, mais je vais peut-être me focaliser sur une des organisations qui permet particulièrement bien, je trouve, de raconter la différence entre notre façon actuelle de réfléchir, le management, et puis ce qui est en train d'émerger. Et cette boîte s'appelle Buurtzorg, c'est une boîte néerlandaise qui est active dans les soins de santé. Ce sont des infirmières de quartier, donc des infirmières qui ne sont pas affiliées à un système hospitalier, qui vont soigner en général des personnes âgées ou des personnes accidentées, des malades chroniques, chez eux à la maison. Ça existe dans tous les pays. Et j'aime bien raconter l'histoire de Buurtzorg parce que vraiment elle illustre bien le monde qu'on connaît et puis ce monde qui est en train d'émerger. Alors avant de vous parler de Buurtzorg, tiens, on va les mettre dans l'espace, on va mettre ici le monde qu'on connaît. Okay. Donc je vais vous raconter d'abord comment fonctionnent les entreprises concurrentes, si on veut dire comme ça, les entreprises traditionnelles dans ce secteur-là aux Pays-Bas. En fait, ces entreprises sont assez récentes parce que jusque dans les années 80, la plupart de ces infirmières travaillaient de façon isolée ou dans des tout petits groupements. Mais à un moment donné, l'État hollandais s'est dit, avec toute une logique habituelle de management, s'est dit, mais toutes ces infirmières un peu freelance ou ces tout petits groupements, ça n'a quand même pas beaucoup de sens. Forçons-les à se regrouper dans des entités plus grandes parce qu'on aura des économies d'échelle et ce sera moins cher. Et comme voilà, la sécurité sociale cherche toujours à faire des économies, ça a du sens. Donc ils ont forcé ces infirmières à se regrouper. Et puis toute une logique classique du management a pris le dessus. C'est la logique qu'on nous apprend dans les écoles de commerce que j'ai pratiqué longtemps chez McKinsey. Et donc, première idée qui est venue, c'est de se dire oui, mais les infirmières, elles ont encore leurs clients historiques, et donc parfois elles ont des trous entre deux clients. C'est pas très efficace, on les paye finalement à ne rien faire, donc on va casser ce lien avec les clients, on va leur enlever leur téléphone portable ou leur numéro direct, et on va installer un call center. Et donc de cette façon-là, les clients téléphonent au call center et on pourra allouer à la dernière minute l'infirmière qui est libre. Et donc comme ça, on les staffera à l'optimum et ça nous fera des économies. Ouais, c'est logique. Donc toutes ces entreprises ont toutes installé un call center. Et puis elles se sont dit, ah oui, mais attends, on se rend quand même compte que les infirmières avec plus d'ancienneté, il y a un barème, sont beaucoup plus chères que les jeunes. Donc les expérimentées, les plus âgées, elles vont faire toutes les interventions complexes et tout le reste, on va le donner à des infirmières pas chères. Logique quelque part. Puis on s'est dit, ah oui, mais on se rend compte quand même qu'il y a des infirmières qui sont beaucoup plus productives, beaucoup plus rapides que d'autres. Donc on va essayer de comprendre ça, et donc ils ont mis des temps normes sur leurs interventions. Donc une piqûre, c'est 10 minutes, donner une douche, c'est un quart d'heure, changer un bas de contention, c'est 2 minutes et demie, s'il y a 2 bas, ça fait 5 minutes. C'est vraiment 2 minutes et demie, hein, bonjour. Voilà. Et puis une fois qu'on a eu ça, c'est génial, donc maintenant en fait on va pouvoir faire de la planification. Et donc à côté du call center, on a mis un groupe dans Centrale de planificateurs, et donc les planificateurs ne vont probablement jamais rencontrer d'infirmières, mais vont faire tous les jours pour le lendemain, pour les infirmières, une fiche qui leur dit, alors voilà, vous commencez à 7h du matin chez Madame Intel, et puis à 7h02h30, vous sortez, et puis on calcule que Google Maps, que vous avez besoin de 6 minutes pour être chez le client suivant, donc à 7h08h30, vous êtes là, une piqûre, 7h18h30, vous sortez, puis etc. Et donc, si vous travaillez dans une de ces entreprises, de ce côté-ci, voilà, vous recevez tous les soirs une fiche comme ça, préparée par quelqu'un qui vous prévoit votre journée. Puis on s'est dit, ah oui, mais quelque part, c'est formidable, maintenant qu'on a toutes ces données, on va pouvoir faire de l'amélioration continue. Et donc, on a demandé aux infirmières de coller un code barre sur la porte d'entrée de leurs clientes ou de leurs clients. Et donc, si vous allez en Hollande et que vous voyez un code barre sur une porte, c'est qu'il y a probablement un patient là-bas. Et donc, quand on arrive et quand on repart, on scanne. Et donc, un système central peut dire,
t'étais attendu à 7h26, mais t'es arrivé à 7h31, donc t'as perdu 5 minutes sur le truc, etc. Et donc, ça permet aux managers de faire de l'amélioration continue, parce que, évidemment, toutes ces boîtes ont commencé à fusionner pour aussi essayer de diminuer les coûts en centrale. Et donc, les managers sont souvent des jeunes sortis d'école de commerce, qui ne sont pas infirmiers, mais qui vont regarder ces trucs-là et donc vont aller en rentrer en dialogue avec une infirmière pour lui dire « Tiens, je remarque que c'est toujours dans tel type d'intervention que tu perds 1 ou 2 minutes. Et donc, on pourrait peut-être te former pour essayer de gagner cette minute. » Et voilà, je sens les réactions, il y a un silence qui s'installe dans la salle. Voilà, c'est peut-être pas comme ça qu'on imagine la médecine, mais c'est quelque part, si on prend chacune de ces étapes, elle fait pleinement sens dans une façon de réfléchir le management. Et c'est comme ça qu'on réfléchit à peu près dans tous les domaines. Peut-être moins en France, mais dans pas mal de pays dans le monde, aux États-Unis, l'éducation, les élèves sont mesurés tout le temps et on mesure si tel prof a fait augmenter de 3% tel élève, etc. On fait les moyennes. Et quelque part, le système est un système remarquablement efficient. Et donc tout le monde peut se dire, bah, tiens, voilà, formidable, on a fait des économies pour le système de sécurité sociale. Sauf qu'il y a évidemment une énorme part d'ombre au système, c'est que les clients détestent le service qu'ils reçoivent. Vous imaginez, vous êtes une personne âgée, peut-être un peu confuse, et tous les jours, il y a un nouvel inconnu qui rentre dans votre maison, qui est déjà en retard, qui regarde la fiche, qui dit « Vous avez besoin de quoi ?»« Ah oui, une piqûre. » Et puis vous essayez d'expliquer que c'est ça qui est marqué sur la feuille, mais c'est pas tout à fait ça. Et puis l'infirmière dit « Non, écoutez, je suis désolé. » Elle sort. Et évidemment, les infirmières et les infirmiers détestent ça parce qu'ils sont devenus des sortes de robots, savent très souvent qu'ils font du mauvais travail, savent comment faire mieux, mais ils sont emprisonnés dans un système qui les empêche d'écouter leur intégrité d'infirmière, qui les empêche de faire la chose qu'ils savent qu'ils devraient faire. Et voilà qu'au milieu de tout ça, il y a un homme qui s'appelle Jos de Bloch et qui crée Buurtzorg. Alors Jos est un de ces infirmiers qui a vécu toute cette évolution pendant 10 ans et qui à un moment donné a dit Et donc il a créé Buurtzorg il n'y a pas si longtemps, fin 2006, début 2007, avec 4. Donc c'était 3 collègues plus lui. Il est redevenu, il avait essayé de changer ça, le management de l'intérieur, il n'est pas réussi, il est redevenu infirmier. Il a créé Buurtzorg. Et il est parti d'une toute autre vision des soins de santé. Il s'est dit le sens profond de ce qu'on fait n'est pas d'optimiser chaque minute de chaque piqûre. Le sens profond pour lui, c'est de dire aidons les personnes à vivre la vie la plus riche et la plus autonome qu'ils puissent. Et donc une infirmière chez Buurtzorg commence par s'asseoir, par prendre le café avec le patient, avec le client, et commence à discuter de où est-ce que vous en êtes dans votre vie, qu'est-ce que vous savez encore faire, qu'est-ce que vous ne savez plus faire, qu'est-ce qui vous manque, quelles sont vos ressources, quel est votre réseau que vous avez autour de vous. Ils font des choses extraordinaires, vous avez des enfants dans la ville, mais vous entendez plus très bien avec eux. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite réunion? Je veux bien être là et peut-être que ça va faciliter les choses. De façon tout à fait routinière, si la personne âgée est d'accord, ils vont sonner à la porte d'à côté, ils ne connaissent pas, mais des jeunes voisins. Est-ce que vous serez d'accord qu'on vous mette en relation, comme ça, en cas de besoin, la personne peut... Toute autre réflexion autour de qu'est-ce que ça veut dire de vivre une fin de vie ou de vivre une maladie chronique. Ils sont retournés vers un système où chaque patient ne voit une ou 2 infirmières. Et donc, il y a souvent, pendant des années, des liens d'une intimité, d'une beauté extraordinaire qui se tissent dans cette relation. Et le résultat de tout ça, c'est que, évidemment, les clients préfèrent infiniment ce que fait Buurtzorg que ce que font les autres. Et les infirmières préfèrent évidemment Buurtzorg. Et donc, Buurtzorg, qui était donc 4 personnes encore en début 2007, ils sont aujourd'hui près de 10 000. Donc il y a aujourd'hui 2/3 de toutes les infirmières de quartier qui travaillent pour Buurtzorg. En gros, ils ont liquidé toute la concurrence, quoi. Simplement parce que tous les clients demandent est-ce que s'il vous plaît on peut venir chez vous, et que les infirmières disent s'il vous plaît est-ce qu'on peut travailler chez vous. Les infirmières ont déserté les autres, ils reçoivent dans les environs de 400 CV chaque mois d'infirmières qui disent s'il vous plaît je veux travailler chez vous. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que d'un point de vue médical et même d'un point de vue financier, on sait aujourd'hui que ce que fait Buurtzorg
est un tout autre ordre de grandeur que ce que font les autres. Médicalement, on sait qu'il y a toutes sortes de problèmes d'admission en urgence qui sont évités, puisque l'infirmière connaît tellement bien la personne qu'elle décèle tout de suite quand quelque chose change. Mais financièrement, il y a eu un rapport Ernst & Young, un rapport KPMG, qui a étudié le cas de Buurtzorg, et il s'est rendu compte que Buurtzorg utilise moins de 40% des heures prescrites par le médecin, parce qu'ils rendent les patients autonomes tellement plus vite. Et donc on est dans un paradoxe énorme. Voilà cette boîte où on prend le temps de s'asseoir et de boire du café, qui est extraordinairement plus efficace que toutes ces boîtes qui essayent de trouver la dernière minute qu'il faut sortir du système. Et donc Buurtzorg fait gagner aujourd'hui à l'État hollandais des centaines de millions d'euros chaque année. L'État hollandais est devenu un fan extraordinaire. Buurtzorg vient de gagner pour la 7e fois d'affilée le prix du meilleur employeur. Donc voilà, en Hollande, c'est devenu incontournable. Et donc l'État hollandais leur dit, vous ne voudriez pas faire des soins psychiatriques, ce serait sympa, de l'aide à la jeunesse, parce qu'on aime ce que vous faites. Et donc on a ici un modèle qui n'est pas juste différent à la marge. Il y a une organisation qui est réfléchie, qui est pensée fondamentalement autrement que ces entreprises traditionnelles. Il y a une réflexion autour du management qui vient d'une toute autre perspective. Et je suis souvent frustré dans des soirées comme ça parce que j'aimerais avoir 5 heures, parce que je sais que ce que je vais vous esquisser de ce nouveau modèle ne sera qu'un aperçu, et que malheureusement, souvent, quand on est face à quelque chose de nouveau, on a tendance très vite à plaquer de l'ancien sur ce qu'on croit voir. Et donc, je sais que vous allez peut-être en partie sortir ici avec des malentendus, avec certaines choses. Mais voilà, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous donner, vous esquisser, vous donner un peu l'essence de qu'est-ce qui fait ces nouvelles structures. Alors, j'ai parlé de Buurtzorg, mais j'ai regardé une quarantaine, cinquantaine d'entreprises, et puis il y en a 12 qui m'ont paru les plus intéressantes, que j'ai vraiment étudiées en profondeur, et donc Buurtzorg est l'une de ces 12-là. J'avais juste envie de vous montrer ça. Donc il y a là-dedans des entreprises à but lucratif, il y a des non-profit, comme on dit, des associations. Buurtzorg, par exemple, est un non-profit, par hasard, mais donc on a là-dedans Favi est aujourd'hui assez connu en France grâce à Zobrist et Getz. Mais on a vraiment de tout. On a des cols bleus, des cols blancs, on a une école, on a une chaîne d'hôpitaux psychiatriques, on a du retail. Et donc, il semble que ce nouveau modèle qui est en train d'émerger puisse fonctionner dans toutes les industries. Je ne vois pas de raison pourquoi tout d'un coup. Alors, parfois, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais la banque, c'est différent. » Bon, je ne crois pas. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces organisations? Donc, par certains aspects, elles sont très différentes, elles ont chacune leur histoire, leur culture, mais il y a quelque chose, il y a vraiment des choses qui sont très communes entre elles. Et donc, il y a, d'après moi, dans ce nouveau modèle, un certain nombre de percées. Et avant que je vous parle de ça, j'ai juste envie de vous prendre une perspective historique, parce que il y a peut-être une voix chez vous qui vous dit, mais est-ce que c'est vraiment possible qu'il y ait quelque chose de fondamentalement nouveau qui soit en train d'émerger? Ou est-ce que tous ces trucs-là dont on entend parler pour le moment, est-ce que c'est pas juste peut-être un phénomène de mode qui va repartir? Moi, je suis très, très persuadé qu'on assiste là vraiment à une naissance de quelque chose de fondamentalement nouveau, et je pense que cette perspective historique est importante pour ça. Parce que quand on regarde dans l'histoire, chaque grande période historique a eu sa façon de réfléchir le monde. À l'époque tribale, on ne réfléchissait pas le monde comme à l'époque agraire, on ne réfléchissait pas le monde comme on l'a respecté avec la révolution industrielle et scientifique. Et donc, chacune de ces façons de réfléchir le monde a amené des structures de management et des structures d'organisation très particulières. Et donc, chaque fois que nous avons fait un saut historique, nous avons fondamentalement réinventé les structures, les pratiques de management. Et donc, c'est pas du tout impensable qu'on puisse inventer un nouveau palier, parce qu'on l'a déjà fait 4-5 fois au cours de l'histoire. 4-5 fois au cours de l'histoire, on a fait... Alors voilà, je ne vais pas prendre le temps de vous raconter chacun de ces modules, chacune de ces phases historiques. En détail, je vais juste vous donner un aperçu. Donc, d'après ce qu'on sait, il y a eu
des phases dans l'humanité avant ça, mais où il n'y avait pas vraiment de division du travail. C'est à l'âge tribal que sont apparues les premières formes d'organisation. En gros, quand une tribu attaquait la tribu voisine avec des formes d'armée très 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 primitives. Et c'était des organisations très violentes, très primitives. Et si on veut se faire une métaphore de ces toutes premières organisations, on peut se dire que c'est des organisations comme des meutes de loups, c'est-à-dire c'est des organisations qui n'existaient que parce qu'il y a un chef tellement fort qui inspire une sorte de peur dans les autres, que les autres respectent vaguement un semblant d'ordre. Et si le chef montre le moindre signe de faiblesse, je dis le chef parce qu'à l'époque c'était des hommes, il y aura quelqu'un qui viendra par derrière lui mettre un couteau dans le dos pour essayer de prendre sa place. C'est le genre de choses qu'on trouve encore aujourd'hui dans des mafias, dans des gangs de rue. C'est ce genre de structure et de réflexion de management qui existe. Et avec la révolution agricole est né un tout nouveau type de structure d'organisation. Si on veut, l'archétype de ce qui est né à ce moment-là, c'est l'Église catholique. C'est-à-dire, au contraire, donc c'est là qu'on invente la pyramide, qu'on invente l'organigramme, qu'on invente les niveaux très délimités. Il y a le pape, il y a les cardinaux, les archevêques, les évêques, le prêtre. Et donc, une bonne organisation est comme une bonne armée. On a toutes des cases bien définies, bien écrites. C'est à ce moment-là qu'on a inventé toute cette conception-là. Si on veut reprendre Buurtzorg, avant les années 80, quand quelques infirmières travaillaient dans des petites organisations, c'était comme ça, les tout premiers hôpitaux. On a la head nurse qui a un autre uniforme que les jeunes nurses. Enfin, voilà. Et puis, avec l'avènement de la révolution industrielle, la révolution scientifique, naît une toute nouvelle façon de réfléchir le monde et donc une nouvelle façon de réfléchir le management, qui est là où auparavant c'était une pyramide immuable, qui est au contraire une façon qui essaie de constamment innover parce que au mieux j'innove, plus je suis rapide, plus je vais gagner des parts de marché, plus je vais prendre de l'avance sur mes concurrents. Et donc la métaphore à ce moment-là, c'est une bonne organisation comme une bonne machine bien huilée, où tous les rouages sont bien mis en place. Et donc c'est en gros ça qu'on apprend aujourd'hui dans les écoles de commerce, c'est cette réflexion-là qu'on a dans les écoles de commerce, c'est ça que font ces entreprises-là en Hollande depuis les années 80, où on essaie chaque fois de faire l'amélioration continue, de trouver comment encore gagner 5%. Et puis, avec l'avènement de l'âge de l'information, le monde postmoderne, on a découvert qu'à côté de ce monde froid de la machine, mais il y avait aussi tout l'aspect de la culture, tout le côté soft à côté du hard du business. Et donc le coaching, le mentoring, voilà, ont été une découverte. Et donc dans ces entreprises vertes, dans mon livre, j'utilise un codage de couleurs. C'est un philosophe qui a donné des couleurs à ces différents stades historiques. La métaphore, c'est on n'est pas une machine froide, on est une famille. On est une famille. Tout le monde, on devrait écouter tout le monde a voix au chapitre. On veut essayer d'inclure tout le monde. Comme ça, une conception très très généreuse. Et ce sont souvent des entreprises qui investissent énormément dans leur culture d'entreprise, dans leurs valeurs. Et donc, voilà en gros les quelques grandes étapes de réflexion qu'on a eues jusqu'à présent en termes d'organisation et de management. Et donc, moi, je suis persuadé qu'on assiste à l'émergence en ce moment de quelque chose de nouveau, simplement de l'étape suivante. Et je n'en suis pas persuadé. Il y a aujourd'hui suffisamment de Buurtzorg pour qu'on puisse le voir, le rendre tangible. Donc, si on veut voir ce nouveau monde qui émerge, il émerge autour de nous. Et je reçois maintenant, je suis dans la situation assez extraordinaire de recevoir aujourd'hui des dizaines et des centaines de mails de gens qui sont en cours de transformation vers ce genre de modèle. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que là encore, il y a une nouvelle métaphore qui s'impose, comme dans les organisations précédentes. C'est très étonnant à quel point tous les fondateurs de ce genre de boîte, comme Buurtzorg, utilisent la même métaphore. Ils ne disent pas notre bonne organisation est une bonne armée, ils ne disent pas c'est une bonne machine, ils ne disent pas on est une famille. Même cette métaphore-là, ils disent mais ça veut dire quoi une famille alors? Moi je suis le papa puisque je suis le fondateur et vous êtes les enfants. Quelque part ça ne me plaît pas vraiment. Et puis dans une famille on sait que tout le monde ne s'entend pas toujours, il y a autant de familles dysfonctionnelles que fonctionnelles. Donc. Et la métaphore qu'ils utilisent de façon très consistante, c'est l'organisation est un organisme vivant. Parfois un écosystème. C'est étonnant à quel point ils prennent toutes leurs métaphores de la nature.
Alors d'après moi, dans ce que ces nouvelles organisations vont nous apporter, il y a 3 percées fondamentales. 3 vraiment domaines dans lesquels vraiment il y a une bascule. Tout comme à un moment donné, dans le passé, on a inventé l'organigramme. Il y a 3 inventions fondamentales. Et la première, j'ai encore ici les mots en anglais. En français, on pourrait dire la plénitude ou l'unité. Voilà, c'est des mots qui sont assez inhabituels en organisation, en entreprise. Mais il y a quelque chose dans notre façon actuelle de gérer l'entreprise qui nous pousse de façon consciente ou inconsciente à nous présenter sous une certaine forme, à porter un certain masque en entreprise. Il y a quelque chose qui nous pousse à mettre une distance saine, professionnelle entre nous. Hein. Quand on voit ces infirmières qui courent, qui n'ont pas le temps d'écouter leurs clientes, leurs patientes, de rentrer dans une relation. Et quand je partage ça, il y a certaines personnes qui comprennent pas tout de suite ou qui me disent mais c'est pas vrai. Enfin, moi je suis le même au travail que je suis à la maison. Je vois pas de quoi tu parles. Quand ils me disent ça, je les félicite. D'abord, je dis super pour toi. Mais je crois que c'est pas vrai pour la plupart des personnes et je crois même que chez certains d'entre nous, on a porté ce masque professionnel depuis tellement longtemps qu'on a oublié qu'on le porte et que parfois on rentre à la maison et qu'on continue à le porter. Et j'ai envie de vous illustrer ça de la façon suivante. Parce que c'est subtil, mais c'est très puissant. Prenons une simple dichotomie. On a tous un ego, une part de nous qui a envie de reconnaissance, qui a envie de réussir, qui a envie d'être connu, d'être aimé, Et puis on a tous des aspirations plus profondes, on a tous une voix plus profonde des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et dans la plupart des entreprises, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que se montrer et parler depuis son ego, c'est très acceptable. Être en réunion et se battre pour son équipe, pour son projet, pour sa carrière, pour avoir raison, on trouve ça tout à fait normal. Mais se montrer depuis sa part la plus profonde, oser exprimer ce qui nous tient le plus à cœur, ce qui fait le plus notre humanité, dans la plupart des boîtes, on sent que c'est... Il y a un truc qui m'est venu un jour pour illustrer ça. J'ai pour le moment, voilà, c'est mon truc, une dent contre l'industrie de la publicité. Et donc je me dis, imaginons, c'est purement fictif, mais imaginons un jeune créatif, il sort d'une école, il est engagé par une boîte de pub, et qui est tout jeune, tout guiret, tout frais, il y va. Et après 1 an, il demande à tous ses collègues de faire une grande réunion interne. Il invite tout le monde, il dit, venez, je vais vous parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur. Imaginez que cette personne dise, vous savez, ça fait 1 an que je tourne là et je commence à me poser des vraies questions, des sérieuses questions. Je me demande parfois, mais qu'est-ce qu'on fait? On essaye de vendre des produits dont les personnes n'ont souvent pas vraiment besoin. Pour faire ça, on montre que toutes les femmes sont des pin-up, des bombes sexuelles toujours prêtes, disponibles. On montre un idéal qui rend en fait la plupart des femmes malheureuses. On fait de plus en plus la même chose avec les hommes qui sont tout ça. Tout ça pour vendre des produits qui sont fabriqués en Chine, amenés jusqu'à chez nous, utilisés une fois, jetés, qui terminent sur une décharge, et qui en fait nous donnent un bonheur au mieux tout à fait partagé et rendent malheureux tous ceux qui voient la pub et qui ne peuvent pas se la payer. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on est censé faire de nos vies? Cette personne aura un beau courage, mais je ne suis pas sûr qu'elle ferait une longue carrière dans cette boîte. Et je pense quelqu'un qui travaille dans une banque, dans une boîte pharma, dans n'importe quelle boîte, si vraiment on s'écoutait, on aurait tous, je sais que moi si je revisite mon époque comme consultant, il y a beaucoup de choses où si j'avais écouté mon intégrité, que j'aurais dû dire et que je n'ai pas dit. Parce qu'on se dit, oula, et bien pire que ça, je crois que très souvent, comme ça ne se dit tellement pas, on met un couvercle là-dessus et on n'écoute même plus cette voix. On n'est même plus au courant que cette voix existe.
on s'est même nous-mêmes coupés de cette voie qui fait pourtant l'essentiel de qui nous sommes. Et donc, dans la plupart des boîtes, bon, donc je crois que si on a tellement de bêtes petits jeux d'ego dans les entreprises, c'est en bonne partie parce qu'on a simplement perdu l'accès au reste, et donc autant s'amuser avec des petits jeux de politique et d'ego. Je pourrais continuer, on a tous un côté masculin, un côté féminin. On a tous, qu'on soit homme ou femme, on a tous une énergie masculine, une énergie féminine. Et pareil, dans la plupart des entreprises, on apprend très vite que l'énergie masculine, ouais, je l'ai déterminée, je l'ai vite en réunion, je sais ce que je veux, je sais s'il y a une faute, c'est l'autre, c'est pas moi. Voilà. Cette énergie-là, ça c'est bien. L'énergie féminine, qui serait une énergie plus dans la relation, plus dans l'attente, plus dans le doute, dans le questionnement, qui se dirait peut-être, les gars, est-ce qu'on ne devrait pas temporiser, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir, qui ose se montrer vulnérable, qui ose parler de ses peurs, de ses échecs, qui... pareil, on apprend que c'est pas avec ça qu'on fait carrière en général. Et donc, qu'on soit homme ou femme, on se montre tous bien plus déterminés, bien plus sûrs de nous. Et c'est éventuellement, si on a une bonne relation à la maison avec notre femme, notre conjoint, ou alors avec notre meilleur ami, qu'un soir, au bout du deuxième verre, on ose parler et montrer cette autre part. Voilà, je peux continuer. On a tous un côté rationnel, un côté émotionnel, un côté intuitif, un côté spirituel. Et on apprend dans la plupart des boîtes que rationnel, ah oui, ça c'est bien. Avoir des bons arguments, ça c'est... Ouais. il faut avoir des chiffres, il faut avoir ça c'est bien. L'émotion, alors on va pas parler d'émotion en entreprise, l'intuition... Alors, spiritualité... Non, on va pas parler de spiritualité en entreprise quand même. Et on termine avec ça. Alors, c'est purement une illustration, c'est pas mathématique, mais là, sur ce dessin, on termine avec 1/16 de ce avec quoi on a commencé. Et je crois que si aujourd'hui, il y a que 9% des gens qui disent en France qu'ils sont engagés au travail, je crois que s'il y a aussi peu de vie dans les entreprises aujourd'hui, c'est en bonne partie parce que nous y apportons aussi peu de vie. Je crois très profondément que, en fait, je crois que nous ne nous aimons pas, nous n'aimons pas qui nous sommes quand nous montrons cette petite partie-là. Il y a quelque chose en nous qui se sent floué quand nous portons ce masque, quand nous nous montrons sous ce jour-là. Et ce que Buurtzorg et d'autres entreprises de ce type ont compris, c'est que quand on ne vient qu'avec 1/16 de soi, on ne vient également qu'avec 1/16 de son énergie, qu'avec 1/16 de sa passion, avec 1/16 de sa créativité, 1/16 de ses ressources. Et donc, elles ont mis en place de façon très consciente des pratiques qui nous invitent à nous montrer le plus pleinement possible. Voire plus loin, à découvrir qui nous sommes au travers du travail que nous faisons. Donc, par exemple, chez Buurtzorg, toutes les infirmières qui rejoignent Buurtzorg apprennent des techniques proches de la communication non violente, apprennent à se montrer sous un autre jour. J'y reviendrai un peu plus tard, mais les infirmières chez Buurtzorg travaillent toutes en équipe autonome de 10 à 12 personnes. Donc voilà, ce sont leurs collègues les plus proches, avec qui il y a évidemment des tensions, comme il y a toujours. Et pourtant, elles sont toutes formées à se coacher les unes des autres. Et donc, elles prennent du temps à faire des choses qui sont extraordinaires, il faut le voir, où elles prennent un moment où il y a les 10-12 personnes qui sont en cercle, et on va simplement dire laquelle ou lequel d'entre vous veut amener un sujet personnel. Et donc, il y a des personnes qui vont amener un truc très personnel, parce qu'ils ont envie, on ne force évidemment jamais ce genre de choses, ce serait absurde. Mais il y a une telle sécurité, une telle bienveillance, qu'ils ont envie de profiter les uns des autres, et que quelqu'un va dire, écoutez, j'ai cette ancienne cliente qui demande de revenir, elle est en phase terminale, je ne peux pas lui dire non, mais je suis sur le point de faire j'ai trop, je ne peux pas. Et elle a d'explorer très profondément, mais qu'est-ce qui fait que pour toi, dire non, c'est tellement difficile, et aider cette personne à trouver des solutions. Je ne dis pas que toutes les entreprises doivent faire ça, mais c'est juste pour vous donner un exemple du genre de qualité de relation, de qualité d'être qu'on peut avoir quand on se sent suffisamment en sécurité pour baisser le masque et pour pouvoir être pleinement soi-même. Et donc, il y a une chose que j'ai entendue dans toutes ces boîtes, alors là, vraiment tout le temps, c'est « Ah, ici, je peux être moi-même ». Ce qui est assez amusant, ça veut dire, en gros, avant, je ne pouvais pas être. Et alors, il y a une chose que j'ai entendue de 3 personnes différentes, que j'ai trouvé fascinante. Ces personnes qui ont dit, dans 3 boîtes différentes, donc ça m'a mettait toujours la puce à l'oreille quand la même phrase revenait,
des gens qui disaient, vous savez, parfois, j'aimerais que la maison, ce soit plus comme au travail. Et ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y avait une qualité de présence au travail qu'ils n'avaient pas nécessairement à la maison avec leur femme, leur mari, leur enfant. Et il y a tout un nombre de pratiques qu'on peut mettre en place, qu'on peut upgrader pour faire ça. Et donc la première, par exemple, c'est de créer les conditions, une sécurité suffisante, de savoir qu'on ne sera pas jugé, qui permettent qu'on puisse enfin se sentir à l'aise et déposer le masque. Mais ça veut dire qu'on recrute autrement, ça veut dire qu'on fait des évaluations autrement. On a des entreprises là où, dans les évaluations, les gens pleurent, mais pleurent de beauté d'être vus, d'être pleinement vus, d'être vus dans leur humanité. Voilà. Et ça commence dans le recrutement. Quand vous réfléchissez aujourd'hui, le recrutement, c'est là qu'on commence déjà le mensonge, quelque part. Hein, moi, je vais écrire mon CV, il y a des zones d'ombre que je vais essayer de cacher un petit peu, et puis je vais essayer de me montrer sous mon meilleur jour. Et la boîte va faire la même chose. Hein, la boîte va essayer de se montrer sous son meilleur jour, et puis on commence dans un dialogue où on sait qu'on est en train de mentir, chacun sait de l'autre qu'il est un peu en train de mentir. Donc en fait, on commence déjà d'une façon qui... Voilà, donc la question-réponse, s'il y a des choses là-dedans qui vous parlent, je serais ravi de vous les illustrer pour vous montrer comment certaines de ces choses peuvent se faire. Mais tout ça pour dire qu'on sait aujourd'hui comment créer des espaces, des endroits où on vit pleinement sa vie, où on n'est pas juste en train de passer un certain nombre d'heures en vue d'un salaire ou d'une reconnaissance ou d'une carrière, mais où on est pleinement vivant. Il y a une boîte, Heiligenfeld, un réseau d'hôpitaux psychiatriques qui font ça de façon extraordinaire. Il faut s'imaginer amener des psychiatres à oser se montrer pleinement. Et c'est la base de toute leur idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut amener des personnes qui vont mal aller mieux si nous-mêmes nous montrons sous un masque d'espère de la personne qui sait, si nous n'osons pas être pleinement présents dans la relation. Et donc en interne, dans toutes les réunions, ils ont ça. C'est une sorte de petite cymbale à main. C'est juste un exemple tout simple pour illustrer en fait que presque toutes ces organisations ont inventé des nouvelles façons de gérer les réunions. Parce que les réunions, c'est évidemment un moment où l'ego a tendance à faire surface, parce que si je dis un truc et puis quand quelqu'un me contredit, tout d'un coup, je vais avoir les idiots. Et donc ils ont ça. Et donc toute réunion commence par une simple question qui va être le volontaire qui prend les cymbales. Et donc imaginons que je sois volontaire. Et mon rôle est je participe à la réunion comme tout le monde, mais si à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, ou moi-même, qui part depuis mon ego, qui quelque part a envie de me battre, d'avoir raison, de vouloir, qui est sur la défensive, eh bien je fais ça. Comme vous voyez, ça prend très longtemps pour s'arrêter. Et donc, la simple pratique, c'est pendant ce temps-là, on reste en silence et chacun juste se pose la question de qu'est-ce qui est en train de se passer. Qui est-ce que je suis en train de servir? Je suis en train de servir mon ego ou je sers quelque chose de plus grand que moi? Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils font ça depuis des années et ils ne l'utilisent quasiment plus parce que on est tellement habitué à reconnaître, tiens, quand est-ce que c'est la voix de l'ego qui parle ou quand est-ce qu'ils n'utilisent quasiment plus. En fait, il suffit que la personne fasse mine de vouloir les prendre pour qu'en général quelqu'un dise « Ouais, d'accord, t'as raison, je suis désolé ». Et donc, il faut s'imaginer une boîte entière, 600 personnes, qui fonctionnent avec des réunions sans ego. Moi, ça me fait marrer, j'ai accompagné pendant des années des comités de direction, des grandes banques, des machins. S'il y avait eu ça, la seule voix qui aurait parlé, ça aurait été « ding, 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 ding ». Donc, tout ça pour vous montrer que parfois, certaines de ces pratiques sont d'une simplicité évidente, mais demandent d'autres choses. Je suis sûr que si je parlais dans la banque de faire ça, tout le monde me dirait « Non, 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 non. » Voilà, donc, première grande percée, amener des façons qui nous permettent d'être pleinement nous-mêmes, et donc d'amener toute la vie qui est en nous, toute notre créativité, tout notre potentiel, toute notre énergie au travail. Alors, la deuxième grande percée, le traducteur du
des livres en français a insisté pour qu'on dise autogouvernance, parce qu'il disait si tu mets autogestion, tout le monde va avoir une mauvaise association. Et malgré ça, je pense que, en parlant de ça, je me bats un peu contre des moulins parce que l'association spontanée est tellement forte. Donc, dans une boîte comme Buurtzorg, qui a maintenant bientôt 10 000 personnes, il n'y a plus de pyramide, il n'y a plus de niveau de hiérarchie, il n'y a plus de relation de boss à subordonné. Il n'y a plus personne qui dit « tu es mon boss, je suis ». Ils ont basculé vers un système qui est infiniment plus puissant. Et donc la raison pour laquelle il faut peut-être éviter autogestion, c'est que nous avons tous l'impression que si on enlève la pyramide, ah ben alors c'est que c'est les années 60-70, c'est gentil bac à sable, ouais, on va tous être potes, ouais, enfin, on va discuter jusqu'à ce que tout le monde soit, voilà, on discute toute la nuit s'il faut, mais et c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Mais malheureusement, c'est ça l'association spontanée que nous avons quand on se dit qu'il n'y a plus de hiérarchie. En fait, je pense qu'une meilleure, peut-être une façon de comprendre ça, c'est que la hiérarchie, la bonne vieille hiérarchie, on l'a en bas là sur le schéma, la bonne vieille hiérarchie, elle fonctionne assez bien quand la complexité dans l'environnement est faible. Quand les choses ne bougent pas vite, qu'il n'y a pas de grande complexité, alors les quelques personnes à la tête peuvent comprendre toute cette information et peuvent, au milieu de toute cette information, prendre les bonnes décisions. Mais dans les environnements qui deviennent complexes, la pyramide s'écroule. La pyramide arrive à ses limites et je pense que c'est ça qu'on sent aujourd'hui partout. On a ces pauvres patrons qui se retrouvent de réunion en réunion, des semaines à l'avance, qui doivent chaque fois ingurgiter des PowerPoint, des documents pour essayer de comprendre toutes sortes de trucs, et puis on leur demande dans la minute de trancher une décision dont en fait ils comprennent franchement pas tous les tenants et aboutissants. Et en fait, dans les environnements où la complexité est élevée, on fonctionne avec des systèmes d'intelligence distribuée, d'autorité distribuée. Et tous les systèmes complexes qui existent dans le monde fonctionnent avec des systèmes d'intelligence distribuée et ne fonctionnent pas avec la pyramide. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais tous les systèmes complexes fonctionnent avec des systèmes d'intelligence distribuée. Donc ça, c'est une photo prise, semble-t-il, à l'intérieur d'une seule cellule humaine. Alors, une seule cellule humaine est d'une complexité effroyable. En cours de biologie, on dessinait le noyau et puis le truc autour, mais évidemment, il y a à tout moment des dizaines de processus chimiques d'échange d'informations qui se passent. Tout ça est extraordinairement bien régulé. Il y a de la structure, il y a des mécanismes de coordination. Mais à ma connaissance, on a très bien regardé, on cherche toujours, mais il n'y a pas de boss. Prenons le cerveau humain. Cerveau humain, 85 milliards de cellules. Une complexité étonnante. À tout moment, il y a plusieurs milliards de ces cellules qui sont en connexion, qui sont en travail. Et il n'y a pas une cellule qui dirait hey, je suis le CEO, je suis le patron. Et ça, c'est mes copains du comité de direction. Donc si vous avez une bonne idée, faites-la passer par nous, on la valide. Si le cerveau essayait de fonctionner comme ça, dans l'instant, tout s'arrêterait parce que la pyramide n'est pas capable de gérer ce genre de processus. Et donc à nouveau, c'est pas du tout un bac à sable. Il y a des structures, il y a des mécanismes de coordination. Et ça fonctionne redoutablement bien. Ça fonctionne infiniment mieux que si on essayait de le gérer avec une hiérarchie. Et je pourrais continuer, une forêt est un écosystème d'une complexité étonnante avec des milliards de micro-organismes jusqu'à des arbres gigantesques. Et tout ça fonctionne en constamment s'échangeant des informations, constamment en s'autorégulant, sans qu'il y ait une hiérarchie traditionnelle pour la faire fonctionner. Et donc, pour faire fonctionner ça, on a simplement besoin de switcher, d'upgrader tout un ensemble des processus de base dans nos organisations. Donc, à nouveau, le malentendu, c'est de se dire « Ah, ben c'est simplement des organisations, on aurait dit, il n'y a plus de chef. » Si on fait ça, c'est évidemment le chaos. Plus personne ne sait qui peut prendre quelle décision, comment ça va se passer, et donc ça devient bien pire. Il y a tout d'un coup de la politique qui se font, il y a tout d'un coup des camps qui se créent. Enfin, c'est évidemment infiniment pire. Donc, il y a dans ces structures-là autant de structures, autant de processus, de mécanismes de coordination, ils sont simplement différents et nettement plus puissants. Et donc, on a à Buurtzorg 10 000 personnes qui fonctionnent, dans leur cas c'est relativement simple parce que toutes les infirmières font grosso modo la même chose, qui fonctionnent en réseau de 10 à 12 infirmières. Il n'y a pas à l'intérieur de ces 10 à 12, il n'y a pas de chef d'équipe.
mais il y a des processus très très clairs. Elles se répartissent tous les rôles de management traditionnel. Ah tiens, c'est moi qui vais faire le planning du week-end, c'est toi qui vas faire le planning des vacances, c'est toi qui fais l'intake de nouveaux clients, c'est toi qui fais le recrutement, c'est toi qui... voilà. Ce que fait toute nouvelle équipe chez Buurtzorg, c'est qu'elle passe par une formation pour se déprogrammer de tout ce qu'on a quelque part appris en termes de management et pour apprendre des techniques très efficaces de comment est-ce qu'on prend des décisions quand on est 10-12 et qu'il n'y a pas de chef. Ce n'est pas du consensus. Tout de suite, c'est comment est-ce qu'on gère des conflits. Traditionnellement, le conflit, ça passe par le boss qui doit trancher. Non, il y a d'autres mécanismes pour le faire. Comment est-ce qu'on décide comment on va dépenser notre argent, comment est-ce qu'on fait nos budgets, comment est-ce qu'on... Voilà. Et donc, il y a aujourd'hui, on sait comment ça fonctionne, il y a des techniques très claires, très éprouvées, et à nouveau qu'on retrouve dans énormément de ces boîtes qui ne se connaissent pas entre elles et qui ont en même temps découvert les mêmes principes, les mêmes fondements. Et donc pareil, si à un moment donné dans les questions-réponses, vous avez envie qu'on aborde l'une ou l'autre question, si vous avez envie de savoir, alors, qui gagne combien, alors, qui reçoit une augmentation de salaire dans ces boîtes-là, ou comment est-ce qu'on gère le conflit, ou comment est-ce qu'on décide comment est-ce qu'on va investir, voilà. Pour toutes ces choses-là, on sait aujourd'hui comment ça fonctionne. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ce sont des processus qui sont souvent remarquablement simples, qui sont en fait bien plus simples que les processus qu'on connaît aujourd'hui. Okay, donc deuxième grande percée, c'est une vraie reprogrammation à faire. Moi, j'ai eu quelque part la chance de me reprogrammer sur 3-4 ans au cours de mes recherches. C'est pas quelque chose sur lequel je m'attendais à tomber. Je m'attendais à tomber sur des entreprises relativement plates, avec peu de niveau de hiérarchie, avec beaucoup de délégations, mais c'était pas pensable pour moi au moment où je commençais de me dire qu'on peut fonctionner une boîte de 10 000 personnes avec des principes d'intelligence distribués. Aujourd'hui, on sait que c'est possible. Il y a des entreprises qui en fait fonctionnent comme ça dans l'ombre depuis les années 50 et qui ont énormément de succès. Alors encore un petit mot, quand je dis qu'il n'y a pas de hiérarchie, je dois faire très attention parce que je vous indique peut-être là en erreur, il n'y a pas de hiérarchie de pouvoir. Donc il n'y a plus « je suis ton boss » et donc c'est moi qui vais décider si ton idée est bonne, c'est moi qui vais décider si tu vas avoir une augmentation de salaire, c'est moi qui vais décider si tu vas être sur tel projet ou sur tel autre. Donc il n'y a plus cette notion de « j'ai du pouvoir sur toi ». Et en fait, à partir du moment où ça se passe, il y a énormément d'hiérarchies naturelles qui émergent. Donc le but n'est pas du tout de rendre tout le monde égal. C'est pas du tout dans une optique égalitaire de on est tous égaux, on est tous... C'est au contraire d'utiliser chacun dans ce qu'il a de mieux à apporter. Et donc sur toute question, il va y avoir des personnes qui ont plus d'expertise, plus d'expérience, plus de passion à apporter. Mais donc surtout que ce soit eux qui prennent le dessus et qui prennent le lead. Et tout ça est extraordinairement fluide. Sur une question, je vais être un suiveur. Sur une autre question, je vais être un leader. Et tout ça est extraordinairement fluide. Et donc, tous les mécanismes, le but, c'est en fait d'amener le pouvoir de décision, d'amener les ressources, d'amener l'argent, d'amener les talents vers la personne qui sait le mieux l'utiliser parce qu'elle a le plus d'expérience, le plus de passion pour le faire. Okay, donc, quand je dis pas d'hiérarchie, il y a en fait énormément d'hiérarchies, mais des hiérarchies naturelles constamment en évolution à la place d'hiérarchies fixes traditionnelles. Et donc, pour ceux d'entre vous qui êtes des senior managers qui vous posent la question, il y aura encore un rôle pour vous. Simplement, on joue autrement, les leviers sont différents. Et troisième grande percée, qui est liée à la raison d'être des organisations. Alors, c'est à la mode pour les entreprises, les organisations, de se définir une raison d'être, une mission, une vision, valeur, etc. Parfois, on est un peu cynique, pour être honnête, parce que voilà, parfois c'est un bel exercice, mais si dans la plupart des entreprises, vous leur demandez c'est quoi votre mission, les gens diront c'était quoi déjà Parce que si on prend sa raison d'être vraiment au sérieux, les conséquences sont assez étonnantes. Je prends le cas de Buurtzorg. Buurtzorg, il était ici, donc je le remets là. Jos de Blok, son avantage compétitif, l'avantage compétitif de Buurtzorg, c'est leur mode d'organisation. C'est le fait qu'ils fonctionnent avec 10 000 infirmières en équipe de 10-12, machin, etc., qu'ils ont une autre vision sur les soins de santé. Donc ça, c'est leur avantage compétitif. Donc si c'était une boîte classique, traditionnelle, ça, c'est le grand secret qui devrait être comme la formule de Coca-Cola quelque part dans un trésor. Parce que sinon, les seringues et les bandages et les infirmières, c'est les mêmes que tous les autres. Et Jos de Blok a fait exactement l'inverse. Il a écrit un livre dans lequel il a expliqué exactement comment fonctionne Buurtzorg. Et quand le livre est sorti, les premières copies, il les a envoyées à tous ses concurrents.
Parce qu'il dit, ma raison d'être, c'est que les clients, les patients mènent la vie la plus riche et la plus autonome possible. Et donc, je veux surtout qu'on me copie. Et donc, il y a tous ces concurrents qui sont tous en train de se faire laminer, qui l'ont tous à un moment donné invité en disant, on ne voulait pas parler à notre comité de direction. Il a accepté toutes les demandes. Alors, la plupart des boîtes n'ont pas embrayé, mais il y en a deux qui sont en train de se transformer et devenir une sorte de copie de Buurtzorg. Et Jos de Blok fait de la consultance pour eux. Donc voilà un patron qui fait de la consultance pour ses concurrents directs. Et un jour, je lui ai demandé, tiens, tu as chargé combien jusqu'à présent? Il a dit, je n'ai jamais envoyé de facture. Donc voilà, si on prend vraiment sa raison d'être au sérieux, c'est extraordinaire. Dans ces 12 boîtes, je n'ai jamais entendu parler de concurrence. Si vraiment on prend sa raison d'être au sérieux, tous les autres qui essayent de faire la même chose sont des alliés, ne sont pas des concurrents. Parce que Jos de Blok, il dit que je finisse finalement avec 20% de part de marché ou 50 ou 80, quelque part, je m'en fiche. Alors je sais qu'il y a des actionnaires qui ne réfléchissent peut-être pas comme ça. Mais fondamentalement, cette question, si on prend sa raison d'être au sérieux, elle nous emmène sur des terrains assez extraordinaires. Mais en fait, je vous raconte tout ça, et c'est pas de ça dont il s'agit ici. Ce dont il s'agit ici, c'est que la raison d'être, quelle qu'elle soit, devienne ce qu'on écoute pour les choix de l'entreprise. Parce qu'en fait, toute la pensée de management actuelle, cette pensée scientifique, industrielle, l'organisation comme une machine, est basée sur ce qu'en anglais on appelle predict and control. On va prédire l'avenir et puis on va essayer de le contrôler. Donc le rôle d'un patron, le rôle d'un comité de direction est, dans toute l'incertitude du monde, dans toutes les tendances qui sont en train de se faire, c'est à un moment donné de voir clair, d'avoir une stratégie brillante et dire, hop, c'est vers là qu'on va. Et alors, surtout, une fois qu'on a la stratégie, la vision, c'est de l'exécution, c'est surtout s'assurer que tout le monde aille bien dans la même direction. C'est par vision, stratégie, exécution. Et pareil, quand j'ai commencé cette étude, ça me faisait sens pour moi. Comment peut-on faire autrement? À un moment donné, il faut quand même bien déterminer où on va. Sauf que les patrons, les Jos de Blok, les patrons de ces boîtes-là disent en fait, pour moi, ça ne fait plus sens. Ils disent, ça fait sens si on pense que l'organisation est une machine. Une machine, il faut bien quelqu'un qui la programme. Ou pour prendre une autre métaphore, si notre organisation est un voilier, on est sur un voilier, donc il faut bien qu'il y ait un capitaine qui mette le cap et puis tous les autres qui mettent les voiles dans la bonne direction. Mais il dit, nous ne croyons pas que l'organisation est quelque chose d'inanimé. Nous pensons au contraire que c'est un organisme vivant, c'est quelque chose qui a son propre souffle, sa propre chose à manifester, sa propre direction. Et donc, en fait, notre rôle comme dirigeant est bien plus humble, c'est d'aller écouter qu'est-ce qui veut de toute façon se faire dans cette boîte. Parce que si la boîte, naturellement, est appelée à aller là, si moi je fais une stratégie brillante et que je dis que je vais aller là, il y a quand même tout qui va constamment m'emmener là et on va s'épuiser à forcer un cours sur l'organisation qui n'est pas le sien. Et donc, à nouveau, il y a tout un ensemble je vais d'abord montrer ça, tout un ensemble de pratiques et de structures qu'on doit changer. Donc, par exemple, ça peut paraître complètement fou, mais aucune de ces 12 boîtes, qui ont pourtant toutes un succès assez spectaculaire, aucune de ces 12 boîtes n'a de plan stratégique. Ils ont une idée très claire vers où ils vont, mais ils n'ont pas de plan stratégique, pas de plan à 3 ans, pas de plan à 5 ans. Ils ont d'autres choses à la place. La plupart de ces boîtes ne font presque plus de budget. Certaines ne font aucun budget ou des budgets minimums. Donc on n'essaie plus de prédire l'avenir, mais on a au contraire des choses qui nous permettent de constamment écouter et constamment réajuster. Parce que je fais mon plan à 3 ans, mais 3 mois après, il y a quelque chose d'autre qui vient complètement changer les choses. C'est ridicule d'essayer de tenir le cap sur quelque chose qui ne fait déjà plus sens. Et j'ai envie de vous illustrer ça avec un exemple. Oui, mais alors comment se fait une stratégie? Comment est-ce que... C'est un exemple de Buurtzorg. Il y a un moment donné, une équipe qui avait entendu parler d'un projet en Angleterre, ils ont dit, on veut faire ça en Hollande, ils ont dit, mais on devrait quand même faire de la prévention. C'est quand même, ça a du sens, on travaille avec beaucoup de personnes âgées qui souvent tombent, se cassent la hanche, se cachent le genou, et nous on est toujours là après coup, mais on ne fait pas de prévention. Et donc ils se sont alliés avec 2 ergothérapeutes dans leur quartier,
Et ils ont fait tout un programme qu'ils ont trouvé très chouette. Ils ont fait une conférence un soir avec toutes les personnes valides qui pouvaient se déplacer, et puis ils amènent les ergothérapeutes dans chacune des maisons, et ils apprennent des gestes, voilà, des bons gestes pour éviter de tomber, et puis éventuellement on aménage autrement la maison pour éviter des choses. Et donc ils étaient très, très contents de leur programme. Et ils vont voir Jos de Bloch et lui disent, mais Jos, ce truc est super, il faudrait quand même étendre ça à tous les Pays-Bas. Et si Jos de Bloch avait été un patron traditionnel, il aurait analysé la chose, il aurait peut-être mis une équipe de travail dessus. À un moment donné, on dit, oui, ça fait sens, hop, on va le généraliser, ou non, ça ne fait pas sens. Et imaginons qu'ils disent, oui, ça fait sens. Alors on sait tous probablement assez bien ce qui se serait passé, c'est qu'il aurait débloqué un budget pour ça, puis il aurait dit, on va faire une région pilote, et puis tous les mois, il y a une nouvelle région qui va, on va faire un roll-out, tous les mois, hop, une nouvelle région qui va basculer, qui va... Sauf que Jos de Bloch, il prend cette attitude plus humble et il dit, mais oui, évidemment, ça fait sens pour moi, mais qu'est-ce que je sais, moi, si c'est ça que l'organisation est censée faire? Et donc, il a invité cette équipe à dire, mais écrivez un article d'une page, très bien affichu, qui donne envie sur ce que vous avez fait, et postez-le sur le réseau social interne. Ils ont une sorte de Facebook interne assez extraordinaire. Et puis, vous packagez toute votre approche. Et donc, c'est ce que l'équipe a fait. Elle a écrit le truc. Ils ont, voici les slides, voici le contrat qu'on a fait avec les ergothérapeutes, voici le tour qu'on fait dans chacune des maisons, voilà, etc. Et en quelques mois, 50% des équipes sont devenues ce qu'ils appellent maintenant Buurtzorg plus prévention. Au point que maintenant, ils sont dans une idée de dire, OK, voilà, on va vraiment essayer d'inviter. Alors, on va pas imposer, si une équipe ne veut pas le faire, on va pas lui imposer, mais de vraiment inviter tout le reste. Et donc, voilà, Buurtzorg, aujourd'hui, il fait de la prévention. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que quelque part, personne n'a jamais formellement pris la décision. Le système a pris la décision parce que cette énergie était là pour le faire. Et donc, dans une boîte comme Buurtzorg, il y a une innovation extraordinaire, puisqu'il y a 800, aujourd'hui presque près de 900 équipes autonomes de 10 à 12 qui toutes inventent, innovent, font des petits changements. Et puis, comme dans un écosystème, les bons changements, les bonnes mutations, traversent tout l'écosystème. Et les innovations qui s'avèrent ne pas être bonnes, voilà, on a essayé, puis ça ne prend pas. Et donc, plutôt que d'avoir des gens à la tête qui essayent de prédire l'avenir et avec beaucoup d'intelligence, de dire, oui, ça c'est bon, ça c'est pas une bonne idée, ça c'est une bonne idée, quelque part, la réalité elle-même, le système elle-même, l'énergie elle-même décide qu'est-ce qui prend. Alors, tout de suite, pour éviter un autre malentendu, quelqu'un comme Jos de Bloch peut lui aussi impulser des idées. Donc, tout ne doit pas nécessairement venir de la base. Tout le monde, à tous les niveaux, entre guillemets, peut impulser des choses. Mais tout d'un coup, on a une innovation qui est complètement débridée. Et donc, tout d'un coup, on se retrouve 2 ans plus tard, et on regarde en arrière, et on se dit, mais on n'avait jamais fait de plan, mais on est infiniment plus loin, on n'aurait jamais pu imaginer tout le chemin qu'on a fait. Donc voilà, juste pour vous dire, tiens, voilà, quelque part, je donne une illustration de comment est-ce qu'on réfléchit en termes de stratégie et de planning dans ces organisations. Donc voilà, pour résumer, je suis convaincu qu'à chaque période historique correspond une façon de réfléchir le monde. Ça, énormément de philosophes, de psychologues, d'anthropologues l'ont montré et démontré. Mais ce que je pense avoir montré, découvert, c'est qu'à chacune de ces façons de réfléchir correspond aussi assez naturellement une façon de réfléchir l'organisation de l'entreprise. Et que si on sent bien qu'on est au bout de quelque chose, c'est parce qu'on est peut-être en train de basculer vers autre chose. Et il y a aujourd'hui suffisamment de Buurtzorg pour savoir déjà assez bien à quoi correspond cette nouvelle phase. Et d'après moi, il y a 3 grandes percées. Le fait qu'on puisse pour la première fois envisager des très grandes structures avec des systèmes plus puissants que l'hierarchie. Le fait qu'on puisse inviter des structures où on ose être pleinement soi-même, où on ose offrir tout ce qu'on a de meilleur, tout ce qui est de plus profond dans notre humanité, et que plutôt que d'arbitrairement imposer des choses à l'organisation, on sait aujourd'hui comment écouter ce que de toute façon l'organisation est appelée à faire. Donc ça, je crois qu'on vraiment, même assez bien dans les détails de ces pratiques et de ces structures, on sait bien comment ça fonctionne. Ce qu'on sait un peu moins, qui est vraiment la question intéressante, c'est comment est-ce qu'on va vers là, comment est-ce qu'on bascule. Et ça, chaque voyage est évidemment unique. Alors, il y a quelques boîtes dans celles que j'ai étudiées qui étaient des boîtes traditionnelles qui, à un moment donné, ont un nouveau patron qui ont basculé. Donc, on sait quand même un certain nombre de choses. Et avec ce que j'assiste maintenant pour le moment autour de moi, où je reçois énormément de mails et de courriers de boîtes qui sont en transition, on commence à distiller des leçons. Mais
Mais on en est juste à ce stade-là, quoi, de commencer à comprendre un peu ce qui marche mieux que d'autres. Mais ça reste pour chacune de ces entreprises qui veut faire ce saut-là un chemin unique où chacune d'entre elles trouvera son chemin. Mais là aussi, si vous avez envie qu'on discute à la fin un petit peu de qu'est-ce qu'on voit émerger sur les façons dont peut se faire ce changement, ben c'est parfait. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et on peut prendre des questions-réponses tout à l'heure après la conversation avec Jean-Louis.